Bien, bonjour. Donc Camille Parnet, Patrick Roussel. On est enseignant, donc, et c'est l'originalité par rapport à tout ce qu'on a vu, qui est très impressionnant. On est enseignant en NDRC, ce qui veut dire que pour nous, le digital, c'est pas simplement un moyen, c'est aussi un sujet. C'est-à-dire qu'il est inscrit dans notre référentiel et on doit donc former nos étudiants en digital. Alors j'ai été très impressionné par le BTS AM et le projet qu'ils ont fait. Je trouve ça assez impressionnant. Nous, c'est beaucoup moins impressionnant puisqu'on est dans une configuration de classe beaucoup plus habituelle, c'est-à-dire avec des horaires, des classes cloisonnées, des enseignants qui ne veulent pas tous participer au projet que l'on mène. Et donc ça sera certainement plus facile peut-être à suivre. On travaille donc dans deux classes différentes. Camille a actuellement des deuxièmes années, moi j'ai des premières années, mais on travaille à peu près de la même façon, c'est-à-dire qu'on est 8 profs sur l'établissement et bon gré mal gré, on est tous un peu rentrés dans le digital, souvent par obligation, et finalement on s'aperçoit que tout le monde y trouve son compte. Alors on nous a demandé de travailler sur l'impact du digital sur notre pédagogie. Bon, alors on s'est demandé ce que c'était que la pédagogie, donc j'ai été dans la roue, c'est parce qu'on n'était pas vraiment certain d'avoir la réponse non plus. Hein. Donc c'est l'art de transmettre en fait des savoirs. Alors c'est pas tout à fait exact pour nous. Parce qu'on ne transmet pas des savoirs. Le savoir est un élément de ce qu'on transmet. Et ce qu'on transmet, ce sont en fait des compétences, un peu comme tout le monde, tous nos collègues font ça. Et ces compétences, bah, c'est à la fois des savoirs qui sont le support de la compétence, mais c'est aussi des savoir-faire. Et là, ça se complique parce que qui dit savoir-faire dit faire. Et donc, ça veut dire que l'étudiant va faire des choses et il ne va pas simplement être là à écouter un prof et à restituer ce que le prof lui a dit. Et ça va modifier un petit peu la façon dont on approche le problème. C'est-à-dire, on se dit maintenant, ce qui est central, c'est pas tellement que quelqu'un sache et qu'un autre apprenne, c'est que le gamin, il sache faire quelque chose et qu'il apprenne à le faire, quelle que soit la façon dont il l'apprend. Ça va bouleverser un petit peu la communication qu'il y a entre nous et l'étudiant. Je peux faire le show sur la classe en me mettant sur l'estrade et en essayant de capter les étudiants, mais ça dure environ 10 minutes. C'est une génération qui est née avec Google. Ils sont même plus âgés que Google, plus jeunes que Google, pardon. Ils avaient 10 ans quand l'iPhone est sorti. L'iPhone, c'est pas un objet pour eux, c'est le prolongement de leur personnalité et toute leur appréhension de leur environnement est liée en fait au digital, avec les mauvais côtés et les bons côtés, mais c'est évident que la communication qu'on a avec eux, du coup, va être non pas de leur dire que nous, la façon dont on travaille, elle est la bonne, mais d'aller les chercher là où eux, ils vont chercher les informations. Parce que finalement, le savoir, il est sur Internet d'une certaine façon aussi. Simplement, le savoir-faire, c'est d'aller chercher l'information sur Internet. On est arrivé aussi à la collaboration, parce qu'à partir du moment où on est sur des gens qui doivent apprendre à faire, qui ne vont pas tous à la même vitesse, qu'on peut difficilement, on l'a vu là tout au long des interventions de cet après-midi, dire ben voilà, on fait le cours de telle date à telle date et le contrôle aura lieu à telle date. Donc il va falloir se mettre au niveau de l'élève et ça suppose des structures collaboratives. Alors collaboratives entre l'élève et le professeur, mais aussi collaboratives entre les élèves entre eux. Ils ne sont pas du tout au même niveau en termes de vitesse d'acquisition du digital. Il y en a qui sont très bons, il y en a qui sont très mauvais, rassurez-vous. Il n'y a pas que les profs qui sont mauvais, les élèves aussi. Et en fait, les bons peuvent nous aider largement à aider les plus mauvais à progresser. C'est-à-dire qu'il y a le prof et puis il y a tous ceux qui sont bons et qui ont envie, qui vont aider le copain qui dit « mais non, c'est pas comme ça qu'on fait, t'es idiot, c'est comme ça qu'on fait, etc. » Donc on va mettre en place des structures collaboratives pour favoriser tout ça. Et puis on a parlé de culture ce matin. Quand j'ai commencé, moi j'étais en force de vente, on nous appelait les forces du vent. Après, j'ai été en NRC, on nous disait c'est les énervés. Et maintenant on est en NDRC. Donc je ne sais pas ce qu'on va trouver, mais la culture chez nous, c'est le D.
C'est le D, et cette culture, elle est très forte chez nos étudiants, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils font du digital, les autres, ils n'en font pas, on est les seuls, on est les meilleurs. Les autres, ils n'en font pas. Et cette culture-là, c'est d'autant plus intéressant, c'est qu'elle va dépasser l'ancienne culture qui restait au niveau de l'établissement. Il y a les élèves de NRC, NRV, les profs de NRV là, etc. On va dépasser l'établissement et cette culture, elle va pouvoir s'exporter dans toute la France et pourquoi pas dans le monde entier. J'ai été contacté par des Américains qui trouvent que le modèle NRC est très bon. Donc, non, je blague, hein, c'est une blague. Concrètement, les étudiants savent qu'ils peuvent toucher toute la France. Et ça, ils ont vite capté que lorsqu'ils ont leur LinkedIn ou lorsqu'ils font leur site internet, eh ben, ils touchent toute la France. Et ils touchent tous les énervés de la France, qui ont la même culture qu'eux, mais qu'avant on ne pouvait pas attraper parce qu'ils étaient dans une autre ville et qu'on ne fréquentait pas les autres villes, puisqu'on habite à Paris ou la banlieue. Et maintenant, on peut rentrer en relation avec des gens qui ont les mêmes problèmes que vous, mais qui sont situés de l'autre côté de la France. Alors, bon, ça nous a évidemment amené au digital aussi, non pas simplement en termes de contenu, mais en termes d'habillage. Alors là, on va être très modeste, puisque tout ce qu'on fait a été présenté, sauf une chose, tout ce qu'on fait a été présenté. On va travailler sur ces 4 thèmes, on va commencer par les compétences. On vous donne quelques exemples. Premier type de compétences, dès le départ, on leur fait faire un CV comme tout le monde, et puis après on leur dit, ben non, c'est pas bon, il faut faire le CV sur LinkedIn. Alors le CV sur LinkedIn, ça oblige, 1, à écrire, donc je rejoins ce qui a été dit, 2, à structurer, parce que LinkedIn, c'est hyper structuré. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas, on n'écrit pas ce qu'on veut, on écrit ce que LinkedIn veut qu'on écrive. Et puis, comme vous voyez, il y a des références, c'est-à-dire qu'on s'affilie à l'ENC Bessières, on s'affilie à le BTS NDRC à l'ENC Bessières, c'est-à-dire qu'ils prennent conscience qu'ils font partie du groupe et de la culture. Et puis on travaille aussi d'autres éléments de communication qui sont la photo, par exemple. La photo, ils commencent à prendre conscience qu'eux, ils vont sur Internet, mais ils vont sur Internet pour chatter, etc., etc. Ils n'ont pas de message. Là, on leur apprend à construire un message avec une personnalité, un objectif, des contenus à l'intérieur qui ont un sens. Ils vendent le produit Jenad, Hamza Jenad, ils vendent le produit Hamza Jenad au monde entier en ayant un produit cohérent qui amène donc une solution possible éventuellement pour une entreprise qui souhaite trouver un alternant. Bien, il a des progrès à faire sur la photo pour sa photo personnelle quand même. Tu peux me passer une bouteille d'eau? Bon, on a un autre projet en ce moment, excusez-moi. On fait faire une vidéo NDRC. Alors, on a fait 3 groupes. Il y en a la moitié de la classe qui a décidé on va lancer ça. On a fait 3 groupes et puis on leur a dit bon ben on démarre. Pour sélectionner le groupe, on fait une bande-annonce. Donc on fait une bande-annonce et cette bande-annonce, eh bien, on l'a proposée aux 3 groupes et ils ont choisi la meilleure bande-annonce. Donc cette bande-annonce, elle est terminée. Je l'ai mise sur LinkedIn hier ou avant-hier. Bon, il y a eu plein de réactions. Ils sont très fiers de leur bande-annonce. Et en fait, celle qui fait ça, dans le tas, il y en a une qui est bonne dans ce genre de truc, et elle traîne un petit groupe de 10 étudiants qui apprennent avec elle à faire ce genre de choses. Donc ça, c'est un CV vidéo. Je ne sais pas si j'ai le son. Avez-vous 1 minute à m'accorder? Voici mon CV vidéo. 3, 2, 1. Premier CV. C'est parti. Ok, on leur fait visualiser ça, et ils voient que c'est pas bon. Ça a un super rythme, il y a de l'enchaînement en termes de création, de montage, etc. C'est excellent. Donc celle-là, je me dis, celle-là, je la garde, parce que si j'ai un montage à faire, je vais prendre elle, parce qu'elle est très bonne.
Donc c'est elle qui va monter le film, effectivement. Mais ce n'est pas un CV. Donc maintenant, on va travailler sur qu'est-ce que tu as cherché à dire en faisant ça. Est-ce que tu as juste fait un truc que tu as l'habitude de faire avec tes copines? Ouais, j'étais en boîte à tel endroit où on a passé les vacances au Maroc. On n'est pas là-dedans, on est en train de vendre quelque chose qui est ta compétence. Alors là, tu as vendu une compétence certaine, qui est claire, qui est celle de faire des montages vidéo, mais toutes les autres, on ne les a pas vues. On n'a rien vu. Donc, bah voilà, on va reprendre le CV vidéo. Alors ça peut se faire en groupe, c'est-à-dire les élèves analysent le CV, puis s'aperçoivent qu'il est vide quand même. Fondamentalement, il est vide. Hein. Donc, on va travailler sur le commercial de ça, c'est-à-dire quel est l'argument, quel est le message, quel est ton plus produit, qu'est-ce que tu peux apporter à une entreprise au-delà de ce que tu viens de présenter. On a beaucoup parlé du français. Ben oui, on a le même problème. Hein. C'est catastrophique. Alors, on a décidé, c'est Camille qui était à l'origine de ça au lycée. Toutes les classes du lycée, elles font 1 heure de Voltaire par semaine. Et c'est noté, ça compte dans la moyenne. Alors bon, moi j'ai des élèves qui ont 2, alors je rigolais bien quand ils allaient sur Voltaire, ils avaient 2 sur 20. Monsieur Rousset, vous êtes sûr c'est sur 20? Bah oui, c'est sur 20. Alors je l'ai fait et je me suis dit je vais avoir 18, j'ai 11. Donc c'est quand même exigeant, du coup j'ai fait une péréquation de leurs notes de telle façon à ce qu'ils aient des notes présentables. Mais quand vous lancez la séance Voltaire, vous n'entendez pas une mouche voler. Parce que c'est un jeu, en fait il faut demander à son établissement d'être inscrit, hein, c'est un projet Voltaire ça s'appelle, c'est un jeu, ils jouent et ils progressent, ils apprennent et puis ils gagnent. Donc dans tous les jeux on gagne, et ben eux ils gagnent et c'est super, hein, donc ils progressent en gagnant comme ça. Plus ils s'entraînent, plus la note est bonne, c'est bien fait pour ça, c'est-à-dire ceux qui se sont beaucoup entraînés en dehors des heures Voltaire, parce qu'ils peuvent s'entraîner dans le métro sur leur iPhone sans problème, s'ils s'entraînent, eh ben leur note elle est un petit peu plus élevée. Donc tout ça, ça leur permet de gagner en compétences. Et bah, j'étais content au conseil, la prof de français qui me dit « Ah bah ils sont quand même meilleurs que ceux d'habitude. Hein. On a de la chance, on a fait un bon recrutement. » Non, c'est pas un bon recrutement. C'est Voltaire. En fait, c'est hyper important, je rebondis là-dessus parce que l'écrit est très important. Moi, je viens du monde de l'entreprise. J'ai travaillé 12 ans dans l'entreprise, donc je sais que l'écrit est important et qu'on juge sur l'écrit. Et ils ont un niveau d'écrit, et notamment d'orthographe, qui est assez catastrophique en début d'année. Et là, moi, quand je vois les deuxièmes années à la fin, là, qui vont bientôt partir, de tous, on voit qu'ils ont réellement progressé sur l'écrit. Ils arrivent à des niveaux d'orthographe qui sont très satisfaisants par rapport au niveau qu'on attend d'eux. Et surtout, pour certains d'entre eux qui ont vraiment pris à bras-le-corps le problème d'orthographe, on va les certifier de manière officielle avec Voltaire, et ils pourront inscrire sur leur CV leur niveau d'orthographe. Voltaire, je ne sais plus qui en a parlé ce matin, quelle entreprise en a parlé ce matin, si c'était Microsoft. C'est un certificat qui est reconnu par toutes les entreprises. Un certain niveau atteint par des étudiants leur donne un gage de qualité sur l'écrit. Et c'est vrai que nous, en les orientant sur du digital et notamment de la production de contenu écrit, on a besoin aussi de leur garantir qu'ils vont être capables de fournir un écrit satisfaisant. Donc c'est un travail qui est... Il ne faut pas les lâcher là-dessus. Au début, ils râlent tous. Et à la fin, ils se prennent au jeu. Et plus ils acquièrent des pourcentages de compétences, plus des pourcentages de règles, plus c'est une compétition entre eux et ils s'entraînent. Donc sur les évaluations, effectivement, il y a 3 niveaux d'évaluation. Il y a le score le jour J, c'est-à-dire le jour de l'évaluation, qui dure 15 minutes. Il y a le temps d'entraînement. Et puis, il y a l'évolution. Donc les 3 sont pris en compte. On peut les moduler comme on veut. Donc ça, c'est à nous de choisir la modulation qu'on opte. Oui, qu'on choisit. Et puis, ils savent clairement sur quoi on les évalue. Donc vraiment, nous, on a vu une vraie différence d'écrit. En tout cas, dans la qualité de l'écrit, on a vu une vraie différence. Et puis alors, vous avez, c'est comme les jeux, il y a des niveaux. Moi, je suis au niveau 1, je suis au niveau 2. Alors, l'autre, je suis au niveau 7. Et toi, oh, il est dur, le 7, hein, il est dur. Voilà. Alors, on s'est dit, c'est pas mal Voltaire, donc on va faire pareil pour le digital, parce qu'on est censé enseigner le digital, donc on les a mis aussi sur Pix. Donc, Pix est également une certification qui pourra leur servir dans leur vie. C'est assez généraliste, mais c'est vrai que nous, on travaille dans le digital de manière très pointue. Hein. On est quand même force de vente, toujours. Hein, donc on a l'interface avec le client, donc on ne se préoccupe pas de l'informatique, on n'en a rien à faire, ni même du numérique, on ne sait même pas les chiffres, ce que ça veut dire. On se préoccupe simplement de l'interface, c'est-à-dire le digital, c'est-à-dire ce que vous avez sur votre smartphone. Donc Pix leur permet d'avoir aussi un background culturel sur l'ensemble de ce qui est la digitalisation et le numérique. Et puis surtout, ça c'est la grande originalité de NDRC,
on a l'enseignement donc de digital sur la fabrication d'un site donc sous WordPress, ou l'animation et la gestion d'un site de vente en ligne sous PrestaShop. Et en fait, là, vous avez comme illustration le tableau de bord qu'ils ont dans leur PrestaShop, puisqu'ils ont tous, chacun, un WordPress et un PrestaShop, c'est-à-dire un site et un site de vente en ligne. Voilà. Alors ça, c'est le cœur de notre spécialisation, hein, et j'avoue que quand on arrive sur ces heures-là, on est super content. Parce qu'on leur donne ce qu'il y a à faire. Alors au début, on leur faisait des trucs, alors tu vas faire comme ça, on faisait des cours en fait, comment utiliser. Puis en fait, on s'est aperçu, on prend une photo du site qu'on aimerait bien avoir, on leur dit tu fais la même chose que ça. Ils prennent 1 heure peut-être de plus que si on avait expliqué, mais ils y arrivent tous. C'est-à-dire que, et surtout, ils se rappellent, parce qu'ils ont fait l'effort de la démarche, d'apprendre, de trouver le truc, et ça, ils s'en rappelleront. Si on leur donne le process à suivre sur du papier, ils le lisent, ils font, et puis 10 minutes après, ils ont tout oublié. Donc là, les débuts ont été difficiles, mais maintenant, les premières années, aujourd'hui, maîtrisent WordPress, c'est-à-dire sont capables de créer un site de vente en ligne, sans problème. Un site normal en ligne. En deuxième année, donc toi tu as les deuxièmes années, ils interviennent sur quelque chose d'un peu plus technique et complexe, mais plus facile pour les étudiants qui sont logiques, parce que c'est très logique, c'est des sites de vente, c'est-à-dire quand vous achetez vos produits cosmétiques ou vos balles de golf sur Internet, eux ils sont derrière et ils gèrent les problèmes de panier pas clos, de clients pas contents, de livraison pas arrivée, de produits à changer, de prix à modifier, de délai de livraison, de fournisseurs, etc., sur leur propre site. Donc effectivement, on a 2 sites de e-commerce qui sont fournis dans l'outil pédagogique, hein, et où ils peuvent faire des exemples, mettre des promotions en place, mettre des produits en avant, toutes les techniques de base. Et puis ensuite, on a des sites qui sont à leur disposition où ils créent leur propre site internet avec des produits qu'ils créent eux-mêmes de A à Z, avec des promotions qu'ils mettent en place, avec des analyses de vente qui peuvent aussi... puisque des commandes sont possibles, peuvent être clients et à la fois dans le back-office. Et ensuite, on a tout un travail d'analyse qu'on leur propose. Ça, c'est le plus compliqué. Créer un produit, créer une promo, mettre en avant un carrousel qui tourne, etc. Ça, ils y arrivent super bien. Et après, dès qu'on arrive dans l'analyse et dire, voilà, pourquoi tu as fait ça et explique-nous ce qui s'est passé, là, c'est plus compliqué. Mais comme à chaque fois. Oui, il y a beaucoup, c'est très quantitatif cette partie-là. C'est de l'analyse sur du quanti, et ça, c'est pas leur point fort, c'est sûr. Cette formation, elle a la spécificité, je ne sais pas si tout le monde le sait, j'en sais rien, elle a la spécificité de faire l'objet d'une épreuve pratique. C'est-à-dire qu'à l'examen, des étudiants vont plancher sur une plateforme avec des gammes de produits, un site normal, il y a 2 sites, un site normal et un site de vente. Ils peuvent tomber sur l'un ou sur l'autre et on leur dit voilà ce qu'il faut faire. Et ils le font sur ordinateur devant un jury. Voilà. Donc ça nous a beaucoup aidé. Parce qu'à partir du moment où c'est une épreuve d'examen, ça permet d'entraîner les collègues beaucoup plus facilement que si ça avait été en CCF par exemple. Voilà. Et puis aussi, pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est pour l'instant pas encore complètement obligatoire, les sites internet et les réseaux, c'est très intéressant, mais si vous n'avez pas un CRM derrière pour utiliser l'ensemble dans une stratégie globale, c'est beaucoup moins intéressant. Donc sur les deuxièmes années, moi j'attaquerai donc sur des CRM, et je pense que HubSpot c'est une bonne solution, c'est un CRM gratuit où on peut faire déjà beaucoup de choses gratuitement, sans rien payer. On ne paye même pas les mails. Bien, ça c'est pour la partie compétences. Donc là, on est bien clairement dans notre référentiel, et le digital est aussi le sujet de la formation. Donc on fait beaucoup de digital. Mais on utilise également le digital pour la communication, et c'est Camille qui va vous présenter ça. Donc sur la communication, au même titre qu'elle est omnicanale dans une entreprise et que le client est au cœur de la communication, pour nous, l'étudiant est au cœur de la communication. Donc on va avoir de multiples supports pour communiquer avec lui en fonction de la temporalité, du message, du contenu, de l'objet. Donc il y a des communications quotidiennes, immédiates, donc tout le monde en a cité, WhatsApp évidemment. WhatsApp, c'est une messagerie instantanée. On a un groupe classe sur lequel on va communiquer des messages
pour la semaine, des choses à rendre, des projets très courts, avec un certain formalisme et une certaine éthique aussi, ne pas envoyer un message à 23h ou à minuit. Et puis on a aussi les outils internes à l'établissement, donc Pronote, qui pour nous est un outil de communication du quotidien, puisqu'on renseigne le contenu des cours, les cahiers de texte, les notes. Donc pour nous, c'est une communication au quotidien. Sur une communication plus formelle, on va utiliser le mail. Donc pour moi, le mail est hyper important. Le contenu d'un mail est très important, que ce soit un mail qu'on écrive à un prof ou un mail qu'on s'adresse entre nous. Il y a un certain formalisme à respecter et on fait attention que le message qu'on envoie et qu'il nous envoie est conforme à celui qu'on pourrait retrouver dans une entreprise, en tout cas qu'on est en droit d'attendre. Donc c'est des communications qui sont qui sont moins nombreuses, on ne les abreuve pas de mails et qui sont plus formelles. Ensuite, il y a la communication du lycée, donc plutôt institutionnelle, pareil, où là ils ont une communication, une messagerie dans l'ENT. Donc là, moi, je n'interviens pas du tout sur l'ENT, hein, c'est plutôt un message du proviseur ou des proviseurs adjoints ou de l'administration qui leur écrit. Et ça reste en dehors de mon périmètre. Ensuite, en termes de communication pédagogique, donc personnellement, vas-y. Moi, j'utilise le Drive avec eux. Donc tous mes cours ils ont un dossier qui est partagé avec eux. Tous mes cours sont contenus dans le Drive, ils sont organisés en fonction des enseignements et puis des objectifs. Ils ont tous accès. Alors j'opte plus pour le Drive qu'un outil interne parce que j'estime qu'ils doivent pouvoir avoir accès à ces documents après le BTS. Et certains qui sont en licence ou qui sont même un peu plus loin me disent parfois on revient sur un cours qu'on a déjà vu parce qu'il me semble que cette notion on l'avait déjà vue quelque part. Donc je trouve intéressant qu'il y ait cette permanence du contenu qui reste avec le Drive. Et ensuite on a donc un site. Donc c'est un site qu'on a mutualisé. Donc on a créé un site que pour notre section, donc 2018-2020. Où là, tous les enseignants sont concernés, que ce soit du CEJM, donc de culture économique, juridique et managériale, de l'anglais, de la culture générale, et chacun peut y déposer des supports qui vont permettre à l'étudiant d'avoir un endroit où tout est concentré. Donc ça peut être des documents, par exemple, de stage, je pense qu'il y avait ça, ouais. Des documents pour la recherche de stage, des documents par rapport à nos projets, par rapport à nos séminaires, etc. Et ils retrouvent toute cette information sur cet outil-là. Donc c'est un outil qui est alimenté essentiellement par nous, enseignants, et qui leur est utile. Donc voilà pour les outils de communication. Sur la collaboration, donc évidemment le digital nous permet une collaboration beaucoup plus active avec les étudiants et notamment un travail collaboratif vraiment important. Donc nous, le Drive, on l'utilise évidemment pour le suivi des stages. Ils sont 16 semaines en stage dans le cursus. Et on a besoin de communiquer avec eux et d'avoir un compte-rendu d'activité comme peuvent avoir tous les commerciaux chaque semaine dans une entreprise. Donc ces comptes rendus d'activité sont diffusés sur le Drive, ils sont commentés par nous, on en garde l'historique, on en garde les modifications. Et c'est un outil vraiment qui permet une bonne réactivité et un bon suivi. On s'en sert aussi pour évidemment toutes les fiches support aux examens, aux oraux d'examen, pour des exposés de groupe entre eux. Pour des comptes rendus de projets, par exemple, nous, ils font de la vente directe sur des chocolats. Donc, chaque équipe commerciale, on les a organisés en équipe commerciale et ils nous restituent des comptes rendus qu'ils nous partagent sur le Drive et qui partagent avec leurs équipes aussi sur le Drive. Et puis, de manière globale, sur toutes les conduites de projets. Donc, nous, on mène pas mal de projets avec eux, notamment on part chaque année en séminaire, une semaine à l'étranger. C'est eux qui l'organisent, c'est eux qui le financent. Et on leur propose une thématique à chaque fois. Donc l'année dernière, on est parti en Espagne une semaine où on a fait un séminaire de développement personnel où on a pris... Oui, pas nous. Les étudiants, donc on a pris 2 comédiens qui sont venus avec nous et un prof de sport. Donc on a pris 2 comédiens qui sont spécialisés dans l'improvisation et qui interviennent notamment en entreprise et un prof de sport. Parce qu'on se rend compte que pour être commercial aussi, il faut être bien dans ses baskets et bien dans son corps. Et on a travaillé une semaine avec eux à l'étranger, donc totalement délocalisés de Paris, évidemment. Pour certains, c'est la première fois qu'ils partaient. C'est la première fois qu'ils allaient dans un hôtel. C'est la première fois qu'ils vivaient ce type d'expérience. Et c'est très, comment dire,
C'est fédérateur, ça met une vraie cohésion dans la classe et en même temps, c'est pédagogique parce qu'on fait vraiment de la conduite de projet. Donc il y a des bilans, il y a un budget, il y a plein de choses qu'on peut mettre en œuvre. Et la deuxième chose sur laquelle on travaille, et on commence à travailler, c'est Cerise. Donc Cerise, j'en entends rire. Donc Cerise, donc dans le BTS NDRC, donc on a un Cerise passeport professionnel. Donc pour nous, ça nous permet évidemment en tant qu'enseignants de suivre l'acquisition des compétences des élèves et de pouvoir aussi déclencher une évaluation, puisqu'on a beaucoup de matières qui sont passées en contrôle continu avec la réforme. Et pour les étudiants, je trouve qu'ils sont acteurs de leur pédagogie, c'est-à-dire qu'ils vont devoir aller créer leur activité, se rendre compte que leur activité leur a permis d'acquérir une nouvelle compétence, de la mentionner, de l'expliquer, de la prouver, et ça leur permet aussi de voir où ils en sont. Donc c'est un outil évidemment qui doit être encore retravaillé, qu'on doit s'approprier, mais qui peut être intéressant et qui est totalement digital, parce que là pour le coup, on ne partage aucun papier avec ça. Voilà. Pour ce qui concerne la culture, on a commencé par la page LinkedIn de la section, avec un grand débat interne dans l'équipe pédagogique, c'est quel niveau d'autonomie ont les élèves sur la publication sur la page LinkedIn. Donc on en est resté à l'idée que les élèves peuvent publier sans problème, à condition que ce soit validé par un enseignant, ce qui paraît quelque chose de relativement correct. Donc cette page LinkedIn donne le vécu de la section. Donc pour l'instant, elle est encore très axée sur la petite histoire de la section. En même temps, moi je pense que ça peut être quelque chose qui apporte du contenu, c'est-à-dire des connaissances. Il y a des choses qui sortent sur le digital ou sur le commerce ou sur la vente qui peuvent être mises là-dessus et à disposition des élèves. Pour une autre sensibilité plus personnelle, je dirais, et peut-être plus ludique, on a créé également une page Facebook. Donc qui elle est plus orientée sur des aspects, l'expérience personnelle des étudiants, voilà, et c'est moins institutionnel que la page LinkedIn qui reste très pro, très tournée vers la recherche de stage au milieu professionnel. Et puis on a également, donc là c'est en cours de démarrage, créé un vrai site qui est le site donc NDRC à l'ENC Paris. Pourquoi un vrai site? Parce que dans les compétences digitales, notre plateforme telle qu'on l'a actuellement n'est pas connectée sur Internet en réalité. Pourquoi? Parce que comme on vend des produits, ça serait dommage que quelqu'un achète un jour un produit qu'on est censé vendre. Donc elle est déconnectée d'Internet, c'est une adresse du type 195.92.196, etc. Et Google ne la voit pas. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas référencée. Mais du coup, on ne peut pas analyser les performances d'un site en termes de référencement, et on s'est dit que si on avait un vrai site qui essaye de publier des choses intéressantes, on va peut-être avoir des interactions vraies sur Internet et analyser enfin nos performances. On s'est aperçu aussi que plein d'autres établissements ont leur site Internet, et l'idée c'est aussi de s'échanger un petit peu des informations entre nous, de se référencer mutuellement pour essayer de faire grossir un peu l'audience de chacun des sites et avoir des chiffres qui soient intéressants. Voilà. Écoutez, je crois qu'on a terminé, mais Camille a eu une très bonne idée pour terminer. Elle a dit... Donc en fait, j'ai demandé à mes étudiants leur ressenti par rapport à la question qu'on nous avait posée, si le digital avait eu un impact sur leurs relations pédagogiques. Donc on a fait une séance de brainstorming cette semaine, et voilà ce qui en est ressorti. Donc il en est ressorti des choses assez positives. Donc tous étaient assez unanimes pour dire que c'était en phase avec les usages professionnels, qu'il y avait une vraie accessibilité des contenus, qu'il y avait une meilleure communication, qu'il y avait une réactivité plus importante, et surtout qu'il y avait moins d'efforts à produire. Donc ça, c'est vrai, je confirme. Et ils ont expliqué qu'effectivement, ils oublient de noter quelque chose, ils savent qu'ils vont retrouver le contenu quelque part. Ils ne sont pas là, ils savent qu'ils vont retourner le contenu quelque part. Ils savent que s'ils n'ont pas noté un devoir, par un biais, on va leur envoyer quelque chose. Donc il y a une notion de moins d'efforts à produire. Certains ont noté qu'ils peuvent montrer ce qu'on sait faire. Donc ça, c'est important parce qu'il y en a certains qui sont vraiment meilleurs que nous. Que ce soit, il y en a certains qui ont déjà un site de e-commerce, qui font de la vente vraiment en e-commerce et qui gèrent bien leur site. Il y en a qui produisent des vidéos comme l'étudiante de Patrick.
Il y en a qui codent parce que il y en a qui codent. ils essayent de faire des choses, ils n'y arrivent pas. Alors ils vont sur Internet et puis ils trouvent un mec qui explique, bon alors le code pour obtenir tel truc c'est ça, mais ils vont coder, donc ils codent, il y en a qui codent. On leur a jamais demandé de coder. Ensuite, ils trouvent qu'il y a une disponibilité permanente des contenus et surtout que les supports qu'on leur propose sont plus sympas. Ils sont plus diversifiés, ils sont plus colorés, ils sont plus attractifs, ils ont plus envie de s'y mettre que des supports classiques papier, noir et blanc qu'on pouvait leur fournir avant. Alors, ils sont quand même assez lucides sur le digital et ils ont noté trois inconvénients. C'est vrai que c'est le coup de la flemme qui leur plaît le plus. Ah oui. Mais en même temps, il faut être lucide. Dans le monde commercial qu'ils vont aborder dans leur futur à eux, les clients sont pareils. Enfin, je veux dire, ils vont rencontrer des clients comme eux. Des clients qui vont être sur Internet, qui ne vont pas se faire suer à prendre leur téléphone. Donc, je crois que, voilà, ils rentrent dans un monde qui n'est pas le nôtre, enfin, en tout cas, qui n'est pas le mien. Hein. Moi, je vais sortir à un moment donné, et ce monde-là leur appartient, ils vont se l'approprier. Et c'est vrai que c'est le monde de la facilité, mais je veux dire, en soi, il n'y a pas de honte à chercher la facilité. C'est une forme d'intelligence, quand même. Hein. Donc, ils en sont lucides. Donc, ils se disent, c'est tellement plus facile de taper à l'ordinateur que d'écrire. Donc, ils ont du mal à écrire et quand on leur demande de passer sur de l'écrit, notamment dans des études de cas qui sont écrites, ils ont vraiment du mal et on le sent. Ils trouvent que c'est un peu intrusif pour certains. Donc là, à travailler aussi l'éthique et le mode de fonctionnement de tous ces réseaux, etc. et leur apprendre qu'on ne diffuse pas un message à n'importe quelle heure. Et puis, on devient plus assisté. Donc ça, ils le disent tous. Hein. Alors, ils n'en sont pas mécontents. Hein. Mais ils disent, voilà, on est quand même moins... on sait qu'on va nous aider quelque part à le faire. Donc c'est étonnant parce que c'est totalement presque en opposition avec ce qui a été fait avant sur, je ne sais plus où est la personne, où ils travaillaient totalement en autonomie. Et là, ils reviennent dans un état qui est un peu plus assisté. Donc c'est assez étonnant. C'est bien. Merci. Merci beaucoup pour ce très beau témoignage. Je ne sais pas vous, mais ça donne presque envie d'être étudiant en BTS NDRC. Peut-être à l'ENC plus particulièrement. On peut montrer ce qu'on sait faire. Hein. Voilà ce que les étudiants vous disent. Alors, le digital en BTS NDRC, il est évidemment natif. C'est un diplôme digital natif, en quelque sorte. Il est né comme ça. Le digital, c'est à la fois, bien sûr, un objet de la formation, bien sûr aussi un moyen, vous l'avez largement montré, mais c'est aussi un support d'évaluation, vous l'avez dit aussi, un support d'évaluation certificative. Je crois bien que c'est le premier diplôme à se risquer à faire ça, à part bien sûr le BTS SEO, que j'apprécie beaucoup par ailleurs. Un support d'évaluation certificative, ça veut dire qu'il y a une certaine pression qui est mise auprès peut-être des enseignants, auprès des étudiants, pour préparer à cette épreuve, qui comporte une partie pratique, une partie écrite. Et j'aurais une question à vous poser pour chacune de ces parties. Sur la partie pratique, quels conseils pourriez-vous donner à vos collègues qui seraient enclins à entraîner les étudiants sur les outils digitaux ? WordPress, PrestaShop, ils ont envie qu'ils les maîtrisent parce que ça va être évalué à l'examen. Est-ce qu'il faut consacrer du temps ? Est-ce que vous consacrez du temps à l'apprentissage, à l'entraînement, à montrer des modes d'emploi, comment répondre à telle ou telle question, comment paramétrer telle ou telle chose de façon à ce qu'un objectif donné soit atteint. Quels conseils donner à vos collègues ? Alors, je vais parler pour les... Tu parles pour... en fait, il faut s'y mettre hyper tôt. Le problème qu'ont eu nos collègues, c'est qu'ils ont dit on va attendre, on va voir, et ça ne correspond pas à la problématique. La problématique, c'est qu'on les fait rentrer dans un nouveau monde, qui est un monde inhabituel, même pour eux. C'est-à-dire, quand vous êtes persuadés, vous, qu'ils savent vachement mieux utiliser que vous Internet, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils utilisent Internet comme ils utilisent Excel. Hein. Mais quand on passe derrière le site, on retrouve des logiques, des logiques d'enchaînement, des logiques de vision globale, des architectures, etc., qu'un prof peut maîtriser, mais qu'un étudiant a du mal à maîtriser. Et ça, c'est la grosse différence. Et si vous attendez, vous allez les empêcher de rentrer très vite dans le truc. C'est un processus cumulatif. Comme chaque fois que vous rentrez dans un univers que vous ne maîtrisez pas, eh bien, c'est difficile au début, un petit peu,
hein. Mais si vous savez faire, plus vous commencez à faire et plus ça va vite. Et donc moi, mes étudiants en première année, là on est en janvier, ils sont capables de faire un site, tous. Pas forcément joli, pas forcément intelligent, mais ils sont capables de faire un site. Donc ça a pris 6 mois. Mais on a mis le paquet là-dessus parce qu'on voulait que leur premier stage, on puisse leur faire des propositions de ce type-là. Et effectivement, dans le premier stage, on a eu des étudiants qui ont travaillé sur des architectures de sites, qui ont travaillé sur du réseau, etc. C'est-à-dire bien dans l'esprit NDRC, même si tout le monde n'a pas réussi à faire ça quand même, hein. Donc l'idée, c'est quand même de partir très vite. Et après, ils sont auto-entretenus. Donc on leur dit, voilà, tu as ça à faire, ils le font. Parce qu'ils aiment ça, ça les amuse. Ils vont voir l'autre, le copain, etc. Et on est là juste quand ils ont besoin d'être décoincés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils bloquent, on arrive, on les décoince, mais c'est comme un feu, c'est long à prendre, belle image, hein, Ah, n'est-ce pas? c'est comme un feu, c'est long à prendre, mais une fois que la fumée a réussi à chauffer la cheminée, eh bien le feu, il démarre tout de suite. Alors, Juste pour compléter, en fait, il y a un phénomène de satisfaction de leur part quand ils voient leur publication. C'est-à-dire que dans le back-office, effectivement, la version, ils la réalisent, elle n'est pas concrète. Et quand ils vont directement sur le site et qu'ils voient ce qu'ils sont arrivés à réaliser, ils ont une notion de satisfaction qui est vraiment importante. Et donc, ils ont cette motivation de continuer et de se débloquer. Certains font des choses plus jolies. Ils montrent ça à leurs copains. Ouais, c'est ça. Ça, c'est mon site, il est vachement bien. Peut-être aussi jouer sur la différenciation de façon positive. Les bons, ceux qui sont à l'aise avec ces outils, vont peut-être aider ceux qui sont moins à l'aise. Nous, on a travaillé la première année, honnêtement, quand on a commencé. Donc moi, j'ai commencé avec les premières années l'année dernière, donc c'est la première fois. Et au début, je me suis dit, bon, je vais leur faire un tuto bien détaillé pour leur expliquer comment ça fonctionne, comment on crée une arborescence, etc. Et je me suis rendu compte que ça ne passait pas. Parce qu'en fait, ils se focalisent sur le tuto, ils se focalisent sur le support et pas sur ce qu'ils font. Et donc, j'ai arrêté. À la deuxième séance, je leur ai expliqué de manière brève comment on faisait et je leur ai dit chercher, quoi. Chercher parce qu'en fait, il y a plein de choses qui sont intuitives, il y a plein de choses où il suffit de réfléchir pour le trouver. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus d'échanges entre les étudiants, donc justement certains qui ont des facilités et d'autres qui en ont moins. Et ensuite, on est là en support pour les aider. Alors nous, on a des gros effectifs, hein, ils sont 38 dans les classes. Donc effectivement, quand on a 38 étudiants qui sont devant un poste et devant un site, vous imaginez le potentiel de questions qui sont, qui sont posées. Et ils ont besoin d'avoir cette autonomie là-dessus, en tout cas. Finalement, le rôle de l'enseignant, c'est de plus en plus de leur apprendre à apprendre. C'est ça. Aller chercher, être curieux, trouver, essayer, se tromper, recommencer. Bon, ça c'est pour la partie pratique, j'ai compris. Sur la partie écrite. La partie écrite de cette évaluation sur le digital, elle impose de prendre un petit peu de recul, d'avoir une analyse réflexive sur ses activités, sur son métier. Alors, ce que vous avez présenté favorise-t-il cet apprentissage? Oui, parce qu'en fait, ils doivent puiser quand même dans ce qu'ils font de manière pratique et ce qu'ils font en stage. Et le fait de développer ces activités de digital leur permet d'avoir des stages qui sont quand même plus riches qu'avant, en tout cas dans des secteurs différents, et d'avoir aussi un peu de recul par rapport à ce qu'ils font. Quand ils produisent un article ou qu'ils produisent une promotion sur un site, il faut qu'ils sachent en étudier l'impact et pourquoi ils l'ont fait. Donc on revient à toutes les notions de ciblage, on revient à toutes les notions de positionnement, on revient à toutes les notions de prix, puisqu'ils définissent un prix quand ils font une promo, même sur PrestaShop, hein, de marge. Et ils ont on doit en fait lier les deux. Les deux sont tout le temps liés. C'est pas parce qu'on fait quelque chose de pratique qu'on ne le lie pas à quelque chose qui est important et qui est théorique. Quand ils font un article et il y a une manière de rédiger sur Internet, on leur dit, mais quels sont les mots-clés que tu veux qu'on identifie? Donc, quels sont les mots-clés de ton article? Et on lui dit, on ne les voit pas, tes mots-clés, donc ton référencement ne sera pas optimal. Donc, ils ont tout un travail sur le référencement à faire et ça les impacte aussi dans la manière de rédiger, dans la manière de travailler et dans les études de cas, en tout cas en termes de réflexion, ça c'est sûr. Je ne sais pas si vous avez terminé pour la partie donc professionnelle relative au diplôme. Moi, je voudrais bien revenir sur 3 irritants, comme ce matin, quand on fait la queue ou à la caisse. Le premier point, lorsque nos élèves nous disent on est de plus en plus assistés, comment on réagit par rapport à ça?
Deuxième irritant, c'est effectivement WhatsApp, on comprend bien, ça fonctionne super, mais dans le même temps, c'est hyper intrusif. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a quand même fusion entre le smartphone personnel et la vie scolaire. Et puis, le troisième irritant, pour moi, c'est comment on vit le fait qu'une application type Voltaire vient remplacer, puisque c'est un peu le cas, vient remplacer un apprentissage en situation. Alors, je veux bien répondre sur Voltaire, parce que c'est quand même assez efficace. Le problème qu'on a en BTS, je ne sais pas si ailleurs c'est pareil, les professeurs de français ne sont pas professeurs de français. Ils sont professeurs de culture générale et d'expression française. Et donc, il n'y a pas moyen de faire de l'orthographe. Et nous, quand on tombe sur les tuteurs nous disent « mais vous avez vu les lettres de motivation qu'ils nous font ?» Et donc, on s'est dit « bon, on prend ça à bras-le-corps ». En l'occurrence, Voltaire, c'est quelque chose de privé, mais moi, j'ai plein de copains qui ont des boîtes et qui demandent la certification Voltaire à leurs étudiants, donc on est allé dans cette direction-là. Ça me dérange absolument pas. Sur les aspects intrusifs, écoute, moi je trouve les étudiants hyper intrusifs, personnellement, mais bon, oui, je pense que c'est à la marge, j'imagine, parce que je ne suis pas certain d'être intrusif avec mes étudiants, sauf quand je leur demande quelque chose. Effectivement, ça peut être intrusif de lui demander de rendre un boulot quand il ne l'a pas fait, c'est possible. Alors, c'était pas comme ça, hein. On est d'accord, hein. Oui. Okay. Non, en fait, nous, la spécificité... La dimension intrusive, elle existe quand même à partir du moment où on a un outil qui est utilisé à la fois dans la sphère personnelle Absolument. et dans la sphère scolaire. Voilà. Donc, ça pose la question éventuellement de jusqu'où on va, où on ne va pas, et comme vous l'utilisez, et que vous l'avez en plus noté, c'est le moment que vous puissiez nous présenter les garde-fous qu'il faut mettre en place, quoi. Bien sûr. Donc juste pour préciser sur Voltaire, nous la spécificité c'est qu'on est dans un lycée mais qu'il n'y a que du post-bac. Donc on n'a aucun prof de français dans l'établissement, on n'a que des profs de culture générale comme l'a dit Patrick. Donc on n'a pas cette remédiation possible avec un prof de français. Donc nous on arrive, on voit des étudiants qui arrivent en BTS, donc qui ont eu le bac, et dont le niveau en tout cas d'écrit n'est pas bon. Donc soit on se dit, tant pis, il n'est pas bon, puis on attend, soit on se dit, utilisons des outils qui vont nous permettre d'améliorer ce niveau. Et nous, c'est le seul outil pour l'instant qu'on a trouvé et qui est plutôt performant. Donc s'il y en a d'autres, on est preneur, mais pour l'instant, c'est le seul. Et sur le côté intrusif, donc le mail est intrusif du moment qu'on va sur sa messagerie, j'ai envie de dire. Si on y va à 23h et qu'on a reçu un mail et qu'on a envie de répondre, on accepte de répondre à 23h à ce mail. Moi, ils savent que je réponds aucun mail le week-end, même si je les lis. Et sur WhatsApp, on s'autodiscipline et on leur explique qu'il y a des messages dont on n'a pas besoin de recevoir, qu'on n'a pas besoin de recevoir, et ça s'apprend. C'est-à-dire qu'on envoie un message et qu'on reçoit 40 merci. Je leur ai dit que ce n'était pas bien utile, que j'estime qu'ils l'ont reçu. Et il y a des choses comme ça qu'il faut leur apprendre à la marge. Le groupe WhatsApp qu'on a avec eux n'est absolument pas un groupe d'échange de leurs sentiments, quoi. Donc ils ont un groupe avec la classe où on est extrait de ce groupe-là, où là ils ont des informations plus personnelles à échanger. Nous, ça reste quand même dans un circuit qui est professionnel. Donc on limite les choses. Et le fait que ça soit lié à quelque chose de professionnel, en fait, limite le côté intrusif. Ah, peut-être une question sur votre façon d'organiser l'enseignement, parce qu'on voit que vous confiez à vos élèves des missions, des projets, un CV LinkedIn, un CV vidéo, des choses à faire. On apprend en faisant. Néanmoins, dans les référentiels, nous avons des temps en classe entière, des temps en groupe. Est-ce que, comme on l'a vu un petit peu sur la présentation précédente, est-ce que tout ça est gommé? Est-ce qu'ils sont toujours en mode projet? Ou est-ce qu'il y a encore des temps de face à face avec un enseignement descendant? On ne fait pas de parallèle entre les 4 heures d'aide à la vie professionnelle, je ne sais pas si c'est ça, non. D'atelier de professionnalisation, pardon. Et le projet, c'est un projet. Ils ont un truc à faire, ils le font dans le cadre du cours ou ils le font à la maison. En l'occurrence, la vidéo qu'ils vont faire, ils la font en entreprise, puisqu'ils veulent présenter ce qu'ils font en entreprise. Donc c'est avec le concours des entreprises, bien sûr. Mais la notion de projet, c'est juste un truc à faire. Tu le fais quand tu veux et c'est pas du tout lié au temps scolaire, d'accord ? Par contre, la problématique qu'on a, c'est
quand ils reviennent en cours classique, parce qu'il y a des temps de cours classiques, c'est très difficile de les tenir plus de 2 heures de suite, quoi. C'est vachement difficile, c'est clair. Je reviens au show de tout à l'heure, on est obligé de faire le show, et ça, c'est crevant, quoi. Mais ça tient à leur façon de fonctionner. Et c'est très difficile dans un cours, quand on a 40 élèves dans la classe, de faire entrer le digital dedans. Parce que parfois, ça m'est arrivé de dire, bon, cours sur le RGPD. RGPD, on ne va pas faire un cours. Vous mettez par groupe, vous faites un exposé, vous avez tout sur Internet, vous me faites un truc qui est structuré, cohérent. Sur le RGPD, vous aurez appris ce que c'est. Mais c'est quand même très difficile à faire à 40 étudiants. C'est clair. Merci. Je ne sais pas s'il y a encore du temps pour des questions ou si la salle a des questions. Ah, on est très en retard. Bon, ben voilà. 5h30, donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut poser une question. Alors, Laurence. Je voulais juste faire une observation sur l'usage du WhatsApp, usage professionnel et éducatif, par rapport à d'autres, par rapport au texto, par exemple. WhatsApp se situe dans le droit à la déconnexion. Si on n'active pas la connexion, on n'accède pas au message WhatsApp. Alors qu'un texto, on le reçoit à toute heure, à tout vent, et les entreprises utilisent ces outils-là. Donc c'était pour aller dans le sens du choix de l'équipe, du choix pédagogique. Mais ils sont hyper organisés sur WhatsApp, hein. Ils ont en fait, on pourrait faire une analyse sociologique des groupes WhatsApp dans lesquels ils sont, parce que c'est beaucoup plus structuré que ce qu'on pense, hein. Eh bien, on va vous remercier.